Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle conférence dans le cadre de CAP Form Senior, dont le sujet aujourd'hui va être la podologie, action préventive et curative. Je vais essayer de vous expliquer comment, par l'action de semelles orthopédiques, nous allons pouvoir faire de la prévention ou soigner certaines pathologies bien connues au niveau du membre inférieur. Je vais commencer par me présenter. Je suis podologue du sport. J'ai un DU de podologie médicale et du sport. J'ai une spécialisation en diabétologie. Je suis un ancien chargé d'enseignement à la faculté Claude Bernard Lyon 1, ancien podologue en milieu hospitalier à Lyon Sud, et je suis actuellement vice-président de la CPTS du 7e arrondissement de Lyon. J'exerce à Lyon 84 rue Chevreul. Alors j'aime bien qu'on comprenne les choses, les mots ont un sens, et donc on va faire d'abord quelques petites définitions. Qu'est-ce qu'une orthèse plantaire, encore appelée semelle orthopédique? C'est un dispositif médical, donc c'est prescrit. C'est amovible, donc ça peut se changer de chaussure. C'est spécifique, chaque patient a une semelle qui lui est destinée. Ça sert à quoi? Ça sert à prévenir ou à corriger certains dysfonctionnements biomécaniques. Donc on parlait tout à l'heure d'action préventive ou d'action curative. Qu'est-ce que la prévention? Alors attention, c'est très important puisque la suite de la conférence, les mots ont un sens également. Alors c'est quoi la prévention? Ça sert à empêcher plusieurs choses. D'une part, l'apparition de problèmes dommageables pour l'organisme. Donc l'apparition, ça paraît assez compréhensible. L'aggravation, j'ai une problématique X, la situation peut s'aggraver et donc on va éviter qu'elle s'aggrave par une technique X ou Y. Ou l'extension, j'ai un problème par exemple de pied, je vais avoir une démarche antalgique et donc je vais créer une problématique secondaire. L'action curative, beaucoup plus simple à comprendre, c'est l'ensemble de ce qui est mis en place pour obtenir une guérison. Malheureusement, on va devoir, pour comprendre un petit peu les choses, passer par une problématique anatomique, un petit peu des fois indigeste, mais je vais essayer d'être assez concis, pour comprendre correctement les choses. On va commencer par l'anatomie du pied. Alors le pied, c'est quoi? C'est cette chose très compliquée. Très compliquée, pourquoi? Parce que là-dedans, donc dans ce pied, on a 26 os, 33 articulations, 107 ligaments, 20 muscles et 7200 terminaisons nerveuses juste là-dedans. Entre le bassin et le fémur, on a 5 os. Voici quelques images de pieds, donc pour argumenter mes propos. Donc vous voyez sur la partie droite la face plantaire du pied avec les muscles et certains os. À côté, la face dorsale et sur la troisième image, la face plantaire avec toutes les zones d'innervation. Alors c'est simplifié, hein, donc, mais vous voyez la complexité de cette zone mécanique. Alors le pied sert à quoi? Le pied, c'est le seul lien entre le sol et le membre inférieur, le reste du corps. Il sert à 3 choses principalement: équilibrer, amortir et propulser lors de la marche ou de la course le membre inférieur. 3 types de pieds. Le pied égyptien. Dans la population française, c'est la grande majorité, 70% de la population française a un pied égyptien. Le pied carré et le pied grec. Alors je vous ai mis des petites images au niveau de l'écran. Pied égyptien, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Le pied grec, le deuxième orteil est un tout petit peu plus grand. Et le pied carré, les 3 premiers orteils ont à peu près la même mesure. Alors ça, c'est très important pour les chaussures, puisque certaines chaussures vont être plus ou moins adaptées à ce genre de pied. Pour le pied égyptien, par exemple, on va éviter les chaussures à bout pointu, car on va générer potentiellement une petite compression du premier orteil. Donc on va favoriser potentiellement l'hallux valgus. Au niveau du pied grec, là par contre, on va justement opter pour des chaussures plutôt pointues, car ce deuxième orteil qui est beaucoup plus long va avoir sa place dans la chaussure. Pied carré, pareil, un bout plutôt rond et arrondi. La voûte plantaire, donc située à ce niveau-là. 3 possibilités. Donc déjà à la naissance, attention, ne soyez pas inquiets pour vos petits-enfants. 97% de la population a les pieds plats à la naissance. Tout à fait normal. Il n'y a pas de voûte, c'est normal.
Après, on va détailler 3 possibilités au niveau de la voûte: les pieds plats, les pieds physiologiques, les pieds creux. Le pied plat, c'est quoi? C'est le pied affaissé. Donc au lieu d'être un pied physiologique comme ça, la voûte va complètement s'affaisser comme ça. Alors c'est souvent lié à une problématique au niveau ici du calcanéum qui va s'effondrer en se couchant vers l'extérieur et qui va créer un effondrement de la partie antérieure du pied. Le pied creux, c'est l'inverse, c'est le pied rétractile, le pied neurologique, où on va en avoir un appui comme ça, donc pas du tout d'appui au niveau de la voûte. Le pied physiologique, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est le pied qui est comme ça. Quelques images, donc vous voyez à gauche un pied creux magnifique avec un cavus dorsal très impressionnant, et on voit très bien l'appui au niveau de ce pied, un appui talonnier, un appui sous les têtes métatarsiennes, pas du tout d'appui au niveau de la voûte. Deuxième image, pied plat valgus postural, l'effondrement du calcanéum vers l'intérieur qui entraîne le médio-pied vers l'intérieur et qui va créer une pression notamment sur la chaîne musculaire postérieure. Ces différences de pied vont générer potentiellement des pathologies. Alors lesquelles? Première pathologie bien connue, la fameuse griffe d'orteil, rétractation des phalanges comme ça, qui peuvent être assez douloureuses, qui peuvent générer d'ailleurs des corps à ce niveau. Deuxième pathologie, donc les corps, c'est la manifestation d'un hyperappui localisé. Hein. Donc quand j'ai un corps, c'est qu'il y a une souffrance localisée au niveau du pied. L'ongle incarné, on peut retrouver ça notamment dans les hallux valgus, hein, où l'appui à ce niveau-là va créer une tension sur le bord externe du gros orteil. L'exostose du pied, donc ça c'est une petite calcification au niveau d'une zone du pied, comme par exemple l'épine calcanéenne. Le névrome de Morton, ici petit appui à ce niveau-là, au niveau du pied, qui peut être assez douloureuse, on le reverra plus tard. Les métatarsalgies, douleurs sous l'avant-pied liées à un hyperappui. Le syndrome douloureux du deuxième rayon, donc à ce niveau-là, douleur qu'on va retrouver à la palpation du deuxième orteil. Le fameux hallux valgus et l'aponévrose plantaire qu'on verra un peu plus tard. Le genou. Voici un magnifique genou. Qu'est-ce que le genou? Articulation très sollicitée, notamment lors de la marche. Le but du genou, c'est être très stable. Donc ça, c'est très important. 3 os au niveau du genou, le fémur, le tibia et la rotule. Bon, il y a la fibula, mais on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Voici des images de genoux. Donc on retrouve le condyle fémoral interne, externe, le plateau tibial interne et externe, et la rotule centrale qui peut tout ça générer des problématiques. On verra ça plus tard. Alors zone très importante, le ménisque. Alors c'est quoi le ménisque? C'est ces 2 petits ici fibrocartilages qui servent à quoi? Qui servent à amortir au niveau entre le fémur et le tibia les chocs impactés par le sport ou par la marche. Donc un rôle absolument capital au niveau de la protection, au niveau du genou. Donc des images de ménisque. Donc on voit sur la deuxième image, donc dessous, des blessures au niveau du ménisque, avec potentiellement ici une blessure longitudinale ou une blessure verticale. Alors aujourd'hui, au niveau des opérations, les chirurgiens orthopédiques sont beaucoup moins invasifs parce qu'ils se sont rendus compte en deuxième intention que quand on enlève le ménisque, malheureusement, la suite, c'est l'arthrose. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins invasif au niveau d'une opération. Maintenant, au niveau du genou, on a également les ligaments. Alors, important pour la stabilité, évidemment, du genou. On a ici le ligament latéral interne, le ligament latéral externe, et à l'intérieur, les fameux croisés, avec le croisé antérieur et le croisé postérieur. Ils servent à quoi ces ligaments? Évidemment, à bien stabiliser le genou, en rotation ou dans l'axe, selon les ligaments proposés. Et ils se sont mis à des très très fortes contraintes dans les activités, notamment de pivot. Hein. Donc dans le handball, dans le basket, dans le foot, hein, c'est des ligaments qui sont extrêmement sollicités. On va être obligé de faire un petit peu de myologie pour comprendre un petit peu le système. Alors, pour commencer au niveau du genou, on va commencer par le quadriceps, donc le muscle qui est au-dessus du genou. Donc c'est la face antérieure du genou. Il est constitué de 4 chefs, le vaste latéral, le vaste médial, le vaste intermédiaire et le droit antérieur. Muscle très important puisqu'il permet de se déplacer. Et il est attaché sur sa partie distale, à ce niveau-là, au niveau de la rotule.
Donc muscle très important. Alors cette différenciation entre les différents chefs du quadriceps est très importante, notamment au niveau des dysplasies rotuliennes, donc une mauvaise position de la rotule par rapport à la trochlée fémorale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, notamment chez les kinés, en rééducation, pouvoir travailler selon la problématique sur le vaste interne ou ce vaste externe pour repositionner la rotule dans son axe physiologique. Je vous ai mis une image donc, du quadriceps avec le vaste interne, intermédiaire et le vaste médian. Maintenant, on a les muscles dans la loge postérieure, donc qui sont derrière le genou. Donc, ils permettent quoi? L'extension de hanche et la flexion du genou. 3 muscles importants, biceps fémoral qui vient s'insérer au niveau de la fibula, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Alors vous avez des images en haut à droite. Important, notamment avec le certain vieillissement, les tendons ont tendance un petit peu à se rétracter. Or, on voit sur l'image que l'insertion proximale de l'ischio-jambier s'insère au niveau de l'ischio. Alors, excusez-moi, apparemment, on ne voit pas l'image. Voilà. Hop. Donc là, effectivement, c'est parfait. Donc, on voit sur la partie supérieure l'insertion au niveau de l'ischion. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'ischion. Et donc, si jamais il y a une rétractation, ça va créer une rotation au niveau du bassin qui peut créer des tensions au niveau du dos notamment. Donc, bien s'étirer, hein, les ischio-jambiers, c'est très important. Alors, les pathologies classiques au niveau du genou sont les suivantes. Donc, les fameuses entorses ligamentaires, l'arthrose fémoro-tibiale, l'arthrose fémoro-patellaire, le syndrome du TFL qu'on verra un peu plus tard, les fameuses lésions méniscales. Alors là, je vous ai mis ça, c'est un peu plus pour les personnes un peu plus jeunes, adolescentes, la pathologie d'Osgood-Schlatter, qui est une petite inflammation au niveau de la tuberosité tibiale antérieure qu'on retrouve chez les jeunes sportifs, et les tendinites du tendon rotulien, pas de doigt et quadriceps. Maintenant, et pour terminer à peu près notre parcours anatomique, la hanche, donc là voilà, magnifique hanche. Donc 2 os importants, la iliaque, avec ici la tête fémorale. Donc on constate par rapport aux autres articulations que c'est une articulation qui est très emboîtée, qui tient énormément, très puissante, indispensable évidemment à la marche pour la déambulation. Donc je vous ai mis des images de la hanche, avec, vous voyez, cette magnifique incrustation de la tête fémorale dans le cotyle acétabulaire qui permet d'avoir une circulation extrêmement stable. En général, quand on a un petit peu d'arthrose, la partie qui est ici avec le cartilage finit par s'user et donc il faut faire attention de ne pas trop faire des rotations internes au niveau du bassin. Différents muscles au niveau du bassin. Alors le muscle fléchisseur de hanche avec le psoas iliaque, muscle très volumineux, très sollicité au quotidien car c'est impliqué dans l'équilibre de la position debout et dans la flexion du tronc de la cuisse sur le bassin. Peut avoir un rôle important dans certains maux de dos. Quand il y a des tensions au niveau du psoas iliaque, ça peut créer des mal de dos importants. Alors je vous ai mis une image qui est très importante et ça je vais insister là-dessus sur la posture. Vous voyez sur l'image de droite 2 positions au niveau du squelette. Une position un peu comme ça et une position où je vais rentrer mon ventre. Ce n'est pas un problème de poids, c'est un problème vraiment de posture, et ça c'est absolument capital. Donc quand je suis comme ça, je suis en hypotonie musculaire, je suis hop comme ça, et donc je vais créer une tension au niveau du dos qui peut générer des douleurs très importantes à ce niveau-là. Si moi je fais juste l'effort de rentrer mon ventre, là par contre je vais soulager la chaîne musculaire postérieure. Donc je vous invite évidemment à faire très très attention à la posture, à la fois assise, debout, et quand je vais faire une activité sportive. Au niveau du dessin, vous voyez donc ce muscle psoas iliaque, donc qui comprend à la fois le psoas qui s'insère au niveau des vertèbres lombaires et le muscle iliaque qui rentre dans le bassin. Muscle très fragile au niveau notamment des toxines. Donc des fois qu'on va le palper, c'est un petit peu sensible. Alors là, les ostéos ont un rôle important. C'est quand j'ai une petite pointe au niveau du dos, il faut faire une petite manipulation ostéo pour débloquer la fameuse articulation sacro-iliaque. Maintenant, on va passer au muscle extenseur de hanche, donc avec le fameux grand fessier, le muscle le plus puissant du corps humain, et donc très sollicité dans la station debout, la marche et la course. C'est un muscle très important. Là, évidemment, il est sollicité quand je me tiens debout.
Les muscles abducteurs de hanche, donc on va faire une rotation externe, avec le moyen fessier. Donc ça, c'est un muscle absolument essentiel à la balance du pas au cours du cycle de marche. Donc là, il va rentrer en jeu à ce niveau-là pour stabiliser. Il a un rôle de haubans, donc de corde dynamique, d'équilibre du corps autour de la hanche dans la phase d'appui dite monopodale. Quand je vais comme ça, là, il a un rôle fondamental. Alors c'est une douleur qu'on retrouve souvent à ce niveau-là, quand il vient s'enflammer, lié très souvent à un déséquilibre, puisque c'est un muscle qui va être sursollicité au niveau de l'équilibre. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour anatomique, et j'espère que vous avez compris un peu mieux votre squelette, on va parler maintenant de la notion préventive et curative en podologie. Alors comment est-ce qu'on peut, par l'intermédiaire de semelles orthopédiques, prévenir ou limiter l'évolution de certaines pathologies au niveau du pied? Alors pour les prévenir, il faut d'abord les connaître, et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors j'ai fait une liste non exhaustive de pathologies que j'estime un petit peu classiques au niveau du pied, notamment chez les seniors. Donc on va parler de 4 pathologies, l'allus valgus, accompagné souvent d'un quintus varus, les métatarsalgies, le fameux syndrome de Morton, et l'aponevrosite plantaire. Alors, l'allus valgus, donc là je pense que les images sont assez parlantes, elles doivent parler à pas mal de monde. Donc cette fameuse déformation métatarsophalangienne du premier rayon. Donc on voit très bien la déformation sur la partie droite de l'écran, avec l'os qui s'est complètement dévié, donc à ce niveau-là. Hop, on va pousser le genou. Donc cette fameuse déformation, donc normalement le pied il est dans un axe comme ça, et là on va créer une rotation comme ça. Alors déformation donc articulaire, dans un premier temps, du premier rayon, très forte prévalence féminine, et ce qui est quand même très important, c'est que 30% des seniors vont être touchés par cette pathologie. 3 stades au niveau de l'allus valgus, donc premier stade, stade débutant. Donc douleur dans le chaussage, c'est-à-dire que j'ai mal quand je mets ma chaussure, avec un frottement à ce niveau-là, qui peut générer des douleurs très algiques, avec un angle inférieur à 20 degrés, inflammation des fois au niveau de la zone de l'exostose, avec des fois une petite bursite, une espèce d'une bourse séreuse qui va s'enflammer à ce niveau-là. C'est quasiment le moment le plus douloureux au niveau de la déformation d'allus valgus. Deuxième stade, dit allus valgus modéré, entre 20 et 40 degrés de déformation, où là cette fois-ci, la déformation continue à évoluer et va venir toucher de plus en plus le deuxième orteil et donc le collet. Là, attention, parce que là, le problème, c'est qu'on n'a plus forcément qu'une déformation du premier rayon. On peut commencer à envisager une déformation du deuxième rayon avec des appuis, notamment au niveau de l'avant-pied, qui vont être complètement modifiés. Troisième stade, donc le stade sévère, avec une déformation à 40 degrés au niveau de la zone. Alors, en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de protéger cette fameuse évolution au niveau de l'allus valgus? Première chose, évidemment, les chaussures. Donc, on va éviter, alors notamment pour les dames, les chaussures à talons hauts, à bout pointu, puisque évidemment, quand je vais me mettre comme ça, et je vais serrer, je vais forcément aggraver une situation qui va s'accélérer de manière assez remarquable. Il y a quand même, je ne vais pas vous mentir, une prévalence génétique. Donc certaines familles ont des cas de mères, grand-mères qui ont des allus valgus, et donc il y a une probabilité assez importante que on fasse un allus valgus, d'où l'importance capitale des chaussures. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter cette évolution? Donc, une fois que le processus est déclenché, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour commencer, les semelles orthopédiques. Les semelles orthopédiques, quel est l'objectif? Donc, je vous expliquais que l'allus valgus est une déformation métatarsophalangienne, donc avec une rotation à ce niveau-là, qui va souvent générer un appui dit en hyperpronation, donc un appui qui va tomber vers l'intérieur, créer un très gros appui à ce niveau-là. Donc, l'objectif des semelles, c'est quoi? Ça va être de protéger la partie interne du pied en stabilisant le médio-pied et créer un appui à ce niveau-là, donc repousser l'appui sur le deuxième rayon pour protéger l'appui au niveau de l'articulation métatarsophalangienne. Deuxième possibilité, donc on en a parlé, les chaussures adaptées. Après, on peut imaginer également de masser les pieds dans le cadre suivant. Donc ici, j'ai des muscles qui passent dessous, on l'a vu tout à l'heure sur la première diapositive. Muscles fléchisseurs
extenseur dessous. Et ici, il y a un ligament latéral interne qui est extrêmement important pour l'évolution favorable de l'allus valgus. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière quotidienne? Alors, je vous invite à le faire dans un cadre très spécifique, qui est notamment, je le cadre dans ma journée, toujours le même. Par exemple, je me lave les dents le soir. Après, je vais me faire 5 minutes d'étirement au niveau de mon pied. Donc, je vais prendre le pied et je vais faire ces mouvements-là. Donc, je vais d'abord tirer vers le haut pour étirer un petit peu les extenseurs du gros orteil. Après, je vais tirer tout doucement vers le bas pour étirer les fléchisseurs. Et après, je vais tirer comme ça et comme ça pour stimuler l'articulation métatarso-phalangienne. D'accord ? Donc, par contre, tout ça doit être fait tout en douceur. Hein, il ne faut absolument pas taper dessus trop fort parce que on va faire mal évidemment à l'articulation. Dans mes jeunes années, quand j'étais podologue il y a très longtemps, j'ai vu un patient, je suis sûr que c'est vrai, alors c'était à la campagne, qui s'amusait à taper dessus avec un marteau pour essayer de le remettre en place. Ça n'a jamais marché, évidemment. En dernière attention, la chirurgie, évidemment, est une possibilité intéressante et curative. Alors, je travaille beaucoup avec des chirurgiens orthopédiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, la chirurgie, il faut juste savoir où on va au niveau de la chirurgie. Efficace, par contre, c'est très long en post-opératoire. C'est-à-dire que c'est grossièrement 1 mois pour marcher correctement, 3 mois pour marcher, faire des randos, et 6 mois pour une reprise d'activité sportive. C'est absolument incompressible au niveau du post-opératoire. Si jamais ça bouge au niveau du post-opératoire, c'est une catastrophe, et on a des douleurs beaucoup plus importantes après qu'avant. Très souvent, en post-opératoire, les chirurgiens proposent des semelles pour accompagner la cicatrisation au niveau de la zone. Maintenant, on va passer à un sujet différent qui sont les métatarsalgies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métatarsalgie? C'est une douleur inflammatoire localisée au niveau de la plante du pied, donc au niveau de la partie antérieure du pied, sous les têtes métatarsiennes, avec une pression très forte au niveau de l'avant-pied. La cause est souvent multiple, mais on peut quand même en proposer quelques-unes. Alors, très souvent, le pied se déforme avec l'âge, et donc on peut avoir différentes problématiques. Alors, premièrement, le pied grec est un type de pied qui va prédisposer à ces métatarsalgies à cause de la longueur du deuxième orteil, qui va créer très souvent un appui très important au niveau du deuxième rayon, et donc qui peut créer sous la plante du pied une douleur assez marquée. L'avant-pied rond, alors ça c'est un grand classique, vous pourrez regarder chez vous tout à l'heure. Très souvent quand on se met couché, on se rend compte que le pied, au lieu d'être comme ça, il a fini par se mettre un petit peu comme ça. Et donc il y a eu un effondrement de la partie antérieure du pied qui normalement est convexe vers le haut et petit à petit va s'effondrer, voire inverser son courbure et qui va être convexe vers le bas. Cette convexité vers le bas va créer un appui très important à ce niveau-là et qui va créer des douleurs qu'on retrouve souvent d'ailleurs avec ce qu'on appelle de l'hyperkératose, donc une espèce de corne sous l'avant-pied, localisée souvent entre 1, 2, 3 au niveau des rayons. Les griffes d'orteil, évidemment, vont être quelque chose qui vont augmenter la pression sur l'avant-pied, puisque quand je vais faire ça et ça, là, à ce niveau-là, forcément, il va y avoir un appui beaucoup trop important qui peut créer une pathologie de type métatarsalgie. Le tendon d'Achille court, pareil, rétractation de la chaîne musculaire postérieure avec l'âge, qui va créer ici donc une tension musculaire ici, qui va créer une tension qui va rétracter, notamment au niveau de l'aponévrose, et va créer des tensions sur l'avant-pied. Alors des fois, ça peut aussi arriver une faiblesse par manque d'activité des fléchisseurs des orteils qui va rendre un petit peu hypotonique la zone et qui va créer un effondrement de la partie antérieure du pied. Et évidemment, tous les sports d'impact. Donc ça, c'est important dans votre cas, puisque vous êtes tous des sportifs. L'impact, comme ça, va créer un traumatisme localisé sur la zone, sachant, et ça c'est important à comprendre, que dessous, on a une espèce de couche de graisse qu'on appelle le capiton plantaire, qui, avec l'âge, va fondre. C'est une couche qui ne peut pas se reconstituer. Donc une fois qu'elle va s'amincir, on a beaucoup moins de protection dessous. Donc on peut créer un peu de corne dessous pour protéger, mais ça crée des douleurs. Après, on continue avec les causes. Donc évidemment l'hallux valgus, qui va forcément créer des pathologies d'avant-pied. Les chaussures étroites, alors je reviens quand même aux chaussures. Donc c'est pareil, je vais serrer ici, je vais créer des pressions sur l'avant-pied. La surcharge pondérale, évidemment, plus il y a de poids sur l'avant-pied, plus ça crée de pression. C'est de la physique, c'est pas compliqué à comprendre. Et les pieds valgus. Donc le pied valgus, c'est quoi? C'est je vais tomber comme ça et on crée un appui majoré sur le premier et le deuxième rayon.
Alors heureusement, il y a des possibilités préventives. Alors déjà, on va essayer de limiter les facteurs à risque. Donc attention au poids, attention aux chaussures. Donc il faut essayer de protéger les zones dont on sait qu'elles sont fragiles. Donc si j'ai un pied qui rentre vers l'intérieur, je vais le repositionner. Si je sais que j'ai une fonte de capuchon plantaire, je vais mettre des chaussures épaisses sous l'avant-pied pour protéger l'avant-pied. Et puis évidemment, on peut protéger avec des semelles orthopédiques. Dans ce cadre-là, par exemple, donc c'est pas cardio sportif, avec un appui ici qui va reconstituer la partie antérieure du pied. Donc on a dit qu'il y avait un effondrement de l'avant-pied, on va reconstituer quelque chose qui va repositionner le pied dans son axe physiologique avec une couche épaisse sous l'avant-pied pour protéger. Ça signifie quand même que les chaussures doivent permettre d'avoir un encombrement suffisant, donc pas de chaussures trop serrées. C'est l'ensemble chaussures plus semelles qui va permettre une amélioration très nette au niveau des douleurs. Alors sur l'aspect curatif, on fait quand même des étirements au niveau des fléchisseurs. Évidemment, on revient sur les chaussures très épaisses. Alors, vous voyez, là, c'est le cas aujourd'hui chez moi. Donc ça permet d'amortir et de protéger l'appui au niveau de l'avant-pied. Et donc quand j'ai mal, les semelles orthopédiques qui peuvent être prescrites, même principe que tout à l'heure dans l'aspect préventif, je vais apporter de l'épaisseur de l'amorti sous les métatarsiennes et je vais reconstituer la partie antérieure du pied. On passe maintenant, si vous voulez bien, au syndrome de Morton. Alors, c'est quoi le syndrome de Morton? C'est un névrome. C'est une irritation du nerf plantaire médial. Alors, le diagnostic est assez classique. C'est une douleur assez électrique. J'ai une chaussure et d'un coup, hop, j'ai une décharge électrique au niveau de la zone, avec des fois un engourdissement sur l'avant-pied. Donc la clinique est assez classique au niveau du névrome de Morton. En général, c'est situé au niveau du 4e rayon, donc à ce niveau-là, mais ça peut se trouver également au niveau du 3e ou du 2e rayon. C'est quand même beaucoup plus rare sur le 1er rayon. Alors, douleur à la marche, c'est d'obédience mécanique. Après, on peut le retrouver des fois, quand c'est vraiment très évolutif, sur des douleurs nocturnes. Donc, je vous ai dit, sensation électrique et engourdissement au niveau du pied. Donc, sur l'image, on voit bien sur l'image dessous, la petite boule, donc compression au niveau de l'espace interdigital. Donc, ça serre, ça fait mal, ça appuie, douleur électrique. Alors malheureusement, la cause est très mal connue. On ne sait pas trop pourquoi des fois certaines personnes vont faire un névrome de Morton. On imagine que des chaussures trop serrées vont quand même favoriser évidemment cette irritation. Et puis certaines déformations du pied, mais voilà, on n'est pas trop à l'aise sur l'étiologie de cette pathologie. Alors par contre, comment on peut faire pour la traiter? Le protocole est assez classique. Il est en 3 intentions. Première intention, semelle orthopédique. Donc on va mettre pareil que tout à l'heure, comme pour les métatarsalgies, un élément qui va ouvrir l'espace interosseux pour dégager l'espace, pour que, si possible, que ce névrome se rétracte. Alors évidemment, on change de chaussure. Si j'ai une chaussure qui comprime l'avant-pied, ça sert évidemment à rien. Donc on adapte le chaussure donc le plus large possible pour éviter cette compression au niveau de l'avant-pied. Si ça ne marche pas, ce qui peut être le cas, on peut également faire une injection de corticoïdes. Donc on va injecter localement, sous échographie, un anti-inflammatoire non stéroïdien pour essayer de rétracter l'inflammation au niveau de la zone. Dans certains cas très compliqués, on peut aller jusqu'à l'intervention chirurgicale. Alors attention, parce que passé quelques temps, il y a les chirurgiens se rendaient compte qu'en fait, ils ouvraient à ce niveau-là, ils allaient récupérer le névrome, ils l'enlevaient, mais quand ils recousaient, ils avaient coupé un ligament latéral interne ici qui faisait que souvent le 5e orteil partait comme ça en rotation interne. Ils ont trouvé une autre technique là, qui est plus efficace et qui permet d'éviter cette problématique. On fait comme ça vraiment en dernière attention en général. Maintenant, pathologie très classique, l'aponévrosite plantaire. Inflammation sous l'aponévrose du pied, qui est une bande fibreuse, qui est constituée de tissu conjonctif qui relie le talon à la base des orteils. Donc on est ici, on passe dessous et on va s'insérer à ce niveau-là. Ça fait partie de la chaîne musculaire postérieure, c'est la continuité du mollet, tendon d'Achille, et ça passe dessous au niveau de l'aponévrose plantaire. Donc ça fait partie de la chaîne musculaire postérieure. C'est une membrane qui soutient la voûte plantaire, donc il la rend absolument indispensable à la marche et à la course. Alors, pathologie très connue chez les coureurs, puisqu'un coureur sur 10 sera touché dans sa vie sportive. C'est quand même colossal. Alors, l'aponévrosite plantaire, est liée à quoi? Premièrement, très souvent, c'est quand même une cause biomécanique. Donc,
on peut prédisposer à ces inflammations dans certains cas. J'ai un pied plat valgus postural, donc mon pied normal est comme ça. Là, je vais tomber vers l'intérieur, donc je vais tirer sur la chaîne musculaire postérieure, hein, et donc cette tension peut générer une inflammation. Évidemment, la surcharge pondérale est un élément important, hein, comme tout à l'heure. Plus il y a de poids sur la zone, plus ça va créer une tension. En plus, très souvent, quand je suis un petit peu en surcharge, cet effondrement, hein, du médio-pied est assez classique. Alors ça, c'est un grand classique, moi que je retrouve beaucoup au cabinet. Fin d'été, des patients qui m'appellent, j'ai une douleur sous le pied, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous avais porté des chaussures type claquettes pendant l'été, ça a tapé comme ça pendant 2 mois et ça a fini par traumatiser la zone, hein. Donc attention aux chaussures pendant l'été, évitez les claquettes, hein, qui vont pam, pam, cam, sans maintien, en plus avec un pied qui tombe un petit peu en surcharge. Ça tape, ça finit par enflammer. Donc attention à ça. Alors attention parce que c'est une pathologie qui est pas grave mais qui est très très longue à guérir. On peut aussi avoir une raideur de la chaîne musculaire postérieure. Donc ce que je disais tout à l'heure, les tendons vont se rétracter avec le vieillissement, hein, et donc petit à petit ça va tirer. Je suis de moins en moins souple, hein, et donc cette tension localisée peut favoriser une apparition d'aponévrose dentaire. Certains sports, hein, prédisposent également à l'activité. Les sports d'impact, hein, basket, tennis, la course à pied évidemment, et la randonnée, hein, peut favoriser avec un stress mécanique l'apparition de l'aponévrose dentaire. Encore une fois, c'est lié à la chaîne musculaire postérieure, hein, plus elle va se rétracter, plus ça va tirer, plus ça peut créer une tension sous la zone. Alors, les symptômes, c'est quoi? C'est pareil, c'est un symptôme assez classique. Alors, très souvent, on retrouve une douleur élective à la palpation du bord antéro-interne du calcanéum. Après, la douleur peut être plus diffuse. Donc, douleur de type tendineux, hein, avec un déverrouillage matinal. Les premiers pas sont très douloureux. Ça peut durer entre X minutes et plusieurs dizaines de minutes. Petit à petit, ça va mieux, hein, le muscle chauffe, donc j'ai un peu moins mal. Et de nouveau, j'ai mal dans la journée, puisque ça va retirer et réenflammer la zone. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ne pensez pas que ces pathologies passent tout seules. C'est le grand classique, hein. J'ai mal, je ne sais pas trop ce que c'est, j'attends. Plus vous attendez, plus ça va générer des complications pour la guérison, sachant que c'est une pathologie qui peut aller jusqu'à 1 an de douleur, voire sévère. Le traitement. Traitement semelle orthopédique, donc on cherche à faire quoi? À amortir, à protéger, à maintenir. Donc, bon, j'ai pris un pli gauche. Donc là, je vais apporter un petit peu de hauteur pour la rétractation de la chaîne musculaire postérieure. Je vais apporter de l'amorti pour éviter le traumatisme, hein, et je vais corriger potentiellement les problématiques biomécaniques, si il y en a évidemment. Alors moi je travaille beaucoup, hein, en collaboration avec mes amis kinés, ostéo, etc. Donc un petit peu de kinésithérapie également peut être intéressant, avec des massages transversales profonds, voire un petit peu d'ondes de choc, hein, des fois peuvent améliorer de manière assez remarquable la guérison. La chaussure a un rôle fondamental, hein, dans l'amélioration de la pathologie. Toute chaussure donc trop plate, trop dure, va quand même favoriser un maintien d'inflammation sur la zone. Donc attention à la qualité des chaussures. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des pathologies du pied, on va évoquer les pathologies liées au genou. Donc je vais faire un petit changement standard de mes os. Hop, on va évoquer maintenant différentes pathologies, pareil que vous devez connaître. Les lésions méniscales, la tendinite de la patte doigt, l'arthrose fémorotibiale et fémoropatellaire et le syndrome de l'essuie-glace dit TFL. Alors, important, les lésions méniscales. Très grand classique, pathologie la plus classique, hein, du genou. Donc on a vu tout à l'heure ce que c'est qu'un ménisque. Donc 2 types de liaisons au niveau du ménisque, soit une usure, hein, liée au cours du temps, hein. Encore une fois, le ménisque c'est un tampon amortisseur, c'est comme un amortisseur dans une voiture, hein, et avec le temps, il finit par s'user, hein, selon votre vie sportive, votre vie personnelle, votre activité professionnelle. Il finit par s'user et donc il va y avoir une dégénérescence, hein, au niveau du ménisque. Alors, en général, c'est plutôt au niveau de la colonne postérieure, qui peut déclencher des fois un effet de petit gonflement, hein, localisé, avec ce qu'on appelle un épanchement intra-articulaire. Soit c'est une lésion traumatique, hein, je fais du sport, j'ai fait un faux mouvement, bam, je pars comme ça, le ménisque va prendre la pète et donc il va potentiellement se fissurer.
Donc c'est une sensation qui est assez désagréable hein, au niveau de la pathologie, sensation de blocage au niveau du genou, hein, et on a du mal souvent à s'accroupir, notamment sur la colonne postérieure. Hein, donc ce mouvement-là est très compliqué en général quand j'ai un problématique de ménisque sur la colonne postérieure, et quand sur la colonne antérieure, c'est l'hyperextension. Donc ce mouvement-là, quand je vois la télé par exemple, qui peut être problématique. Alors là vraiment c'est la pathologie avec laquelle les semelles ont une efficacité absolument remarquable. Et c'est extrêmement simple à comprendre. J'ai un problématique à ce niveau-là, par exemple sur le ménisque interne. Supposons que je sois soit comme ça, voire juste dans un état physiologique. Il me suffit juste de mettre un élément externe au niveau de la semelle pour pouvoir ouvrir l'espace interosseux. En ouvrant l'espace interosseux, j'entraîne une décompression de la zone hein, au niveau du ménisque, avec un soulagement quasiment immédiat. Hein. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Alors je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la chirurgie, aujourd'hui on est beaucoup moins invasif, hein, puisque sur la place lyonnaise, les chirurgiens se sont rendus compte qu'effectivement, il y a 15 ans, on vous opérait immédiatement après une douleur méniscale. Aujourd'hui, on fait attention parce qu'on s'est rendu compte avec le recul que quand il n'y a plus de ménisque, eh ben, on fait l'arthrose, puisque le cartilage articulaire n'est plus protégé, ça tape et j'ai mal. Alors sinon, ce n'est pas immédiat, hein, mais dans une projection 10-15 ans, il y a une très très forte probabilité pour qu'on génère une douleur à ce niveau-là. Donc malheureusement, des fois, il est obligé d'opérer, notamment quand le ménisque est fissuré de manière un peu trop importante. Et donc, c'est par arthroscopie. Hein, donc, on va resséquer, couper une partie du ménisque. Alors, on n'a jamais l'ensemble du ménisque. On va juste enlever la partie qui est évidemment abîmée. Maintenant, on va parler d'une autre pathologie, qui est la pathologie de la tendinite de la patte doigt. Alors, qu'est-ce que c'est la patte doigt ? C'est une insertion qui se situe à ce niveau-là. Hein, c'est sur la face interne du genou, dans son tiers supérieur. C'est l'insertion des ischio-jambiers, hein, partie à ce niveau-là. Donc ça sert à quoi? C'est un rôle de flexion du genou et de stabilisation, notamment en montée et en descente au niveau des escaliers, voire en montagne. On retrouve ces pathologies assez fréquemment en tennis, cyclisme, danse, randonnée et running. Alors symptômes c'est quoi? Douleur en début d'activité, donc c'est une tendinite hein, comme toujours, sur la face interne au niveau du genou. Douleur qui diminue en général avec un petit peu d'activité, le muscle chauffe, donc j'ai un peu moins mal. Et on peut retrouver dans les inflammations les plus importantes un gonflement localisé sur la partie interne du genou et douleur à la palpation. Hein, la palpation, donc c'est la zone d'insertion distale du ischio, donc j'appuie, j'ai mal. Alors facteurs favorisants, il y en a quelques-uns, c'est ces fameux genoux qui ont tendance à partir vers l'intérieur, hein, en valgus. Donc je pars comme ça, donc vous comprenez bien qu'ici le muscle qui est s'insère ici, il part derrière, donc là je vais créer une tension au niveau du muscle, je vais l'agrandir et donc je vais créer une tension sur l'insertion et donc je vais favoriser une inflammation localisée. Pareil au niveau du pied, hein, le pied qui s'effondre vers l'intérieur, hein, ben forcément il va entraîner la partie supérieure du corps, je pars comme ça, et ben qu'est-ce qui se passe? Ici, ça crée une tension. Alors des fois il peut y avoir aussi des problématiques d'hyperlaxité ligamentaire hein, qui va créer une hyperstimulation du muscle de la patte doigt. Hein. Et donc ici, le ligament l'interlaterne est un petit peu distendu, hein, chez les personnes un petit peu hyperlaxes, et donc il va trop travailler, et donc il va générer une inflammation. Sachant qu'une articulation, elle est stable grâce à trois choses, la congruence articulaire, os contre os, le système ligamentaire et le système musculaire. Donc s'il y a une défaillance d'un système, l'autre va compenser. Alors comment on peut soigner une tendinite de la patte doigt? Anti-inflammatoire, ça peut être efficace, kinésithérapie évidemment, et semelle orthopédique, là on va essayer de corriger hein, si elle est problématique posturale et dynamique. Hein. Donc on va faire une étude posturale et dynamique au niveau du genou pour essayer de comprendre hein, qu'est-ce qui va expliquer cette inflammation localisée. Alors je ne vous ai pas parlé tout à l'heure du poids, mais évidemment c'est un rôle important puisque pareil, hein, le poids va générer une rotation interne au niveau du genou. En prévention, eh ben, si je sais que je suis en valgisation hein, comme ça, je vais prédisposer à cette pathologie, donc je vais maintenir par l'intermédiaire de semelle orthopédique un appui à ce niveau-là hein, pour éviter cet effondrement en rotation interne du membre inférieur. On peut également proposer des renforcements musculaires hein, quand il y a une hyperlaxité, donc ça évidemment dans un cadre de kinésithérapie. Maintenant, on va réfléchir sur l'arthrose fémoro-tibiale, pathologie évidemment très connue. Alors, c'est quoi une arthrose? C'est une usure.
avec la disparition progressive du cartilage, alors en miroir, donc c'est les deux côtés, sur les deux extrémités osseuses d'une articulation. Alors c'est quoi l'arthrose? C'est ici, j'ai du cartilage, donc une protection, une couche protectrice au niveau du genou, qui va petit à petit s'abîmer. Et donc cette usure va créer une douleur assez vive, puisque ça va être quasiment os contre os, et donc ça va créer une douleur assez importante. Alors évidemment, l'âge est un facteur évidemment favorisant. Il y a très clairement un facteur héréditaire. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'arthrose, d'autres qui en ont beaucoup moins. L'activité sportive unidirectionnelle, alors ça veut dire quoi? C'est la répétition de l'activité qui va provoquer forcément une usure. Je vous donne l'exemple de la course à pied. La course à pied, c'est entre 150 et 180 pas par minute, toujours le même mouvement. Donc ce mouvement répétitif va provoquer potentiellement une usure prématurée d'une articulation, ou chez par exemple le volleyeur qui va faire des smash pendant des années va créer une arthrose au niveau de l'épaule. Le poids est un facteur évidemment aggravant. Les talons hauts, attention mesdames à ça. Et puis il y a évidemment des aspects traumatiques. Je fais une chute de X mètres, je tombe sur les genoux, gros impact, ça va forcément aggraver des processus d'usure au niveau de la zone. Alors c'est quoi les douleurs? Vous les connaissez certainement un petit peu. Douleur à la marche. Station assise prolongée, notamment dans les chondropathies rotuliennes. Je suis le fameux salon du cinéma, je suis assis pendant longtemps et j'ai une douleur au niveau du genou. La montée et descente d'escalier qui peut des fois être un petit peu sensible et qui peut des fois être accompagnée évidemment d'épanchement et d'enraidissement. Alors pourquoi épanchement? Parce que ce qui va se passer, c'est que le genou, pour se protéger, va créer un petit peu d'huile qu'on appelle la synovie. Donc c'est le fameux épanchement de synovie. Parce que là, on fait trop. Donc le genou va gonfler et qui va créer une espèce d'empattement localisé au niveau du genou. Assez désagréable. Alors je vous ai mis des images d'arthrose fémoro-tibiale. Donc bon, je crois que c'est assez parlant. À droite, un genou bien propre. Et à gauche, un genou bien abîmé. Donc là, évidemment, sur le genou gauche, la thérapeutique. Sur ce genou-là, par contre, c'est prothèse totale de genou. Alors, l'action préventive, on va essayer de corriger les facteurs favorisants. Donc, encore une fois, sur l'activité sportive ou classique, j'essaie de limiter les facteurs à risque, donc notamment statiques ou biomécaniques. Je pars comme ça, c'est les facteurs à risque. Je fais attention à mon poids. Attention de surtout pas arrêter l'activité physique. Très important. Pourquoi? Parce que si j'arrête parce que j'ai un peu mal, il va avoir une ankylose musculaire et donc ça va aggraver la problématique. Donc malgré quelques douleurs, il faut absolument un déverrouillage articulaire et il faut continuer une activité physique, marche, piscine, ce que vous voulez, mais il faut absolument et impérativement continuer une activité physique. La chaussure a un rôle fondamental, confortable évidemment, puisqu'on va chercher à la fois par les chaussures et à la fois par les semelles orthopédiques à amortir. La fameuse onde vibratoire, donc j'ai une usure à ce niveau-là, je vais taper ici, une onde vibratoire remonter, donc ça va créer une stimulation localisée qui va accélérer le processus. Donc je vais essayer d'amortir et de protéger au niveau de la zone. En traitement curatif, même principe que pour le traitement préventif, amortir, le protéger le plus possible. Alors je vous invite également, pour ceux qui ont un petit peu d'arthrose, notamment fémoro-tibiale ou fémoro-patellaire, à faire cette activité-là. C'est 10 minutes de vélo, si possible tous les jours. Attention, dans un cas très précis, ce n'est absolument pas une activité sportive, c'est une activité thérapeutique. L'objectif, c'est quoi? C'est je vais mouliner. Donc je monte sur mon vélo et je vais mouliner sans aucune résistance musculaire. Et là, je vais créer quoi? Un petit peu de synovie. Donc un petit peu d'huile qui va permettre de favoriser la lubrification de l'articulation et donc limiter le frottement. Alors c'est aussi dans un cadre, même quand j'ai un petit peu d'épanchement de synovie, pour déverrouiller l'articulation si j'ai une activité un peu moins importante. En dernière attention, évidemment, la chirurgie, alors là, qui par contre est absolument indispensable dans certains cas, avec une prothèse soit totale, soit partielle, au niveau du genou. Chirurgie qui marche très très bien aujourd'hui, très efficace. Un petit peu douloureuse, post-opératoire, je ne vous le cache pas, mais quand on a trop mal, il faut y passer. Vraiment, ça vous changera la vie. Donc, soit des douleurs très importantes, quotidiennes, la prothèse peut être quelque chose de très très intéressant.
On va passer maintenant à une activité, à un syndrome un peu plus spécifique au niveau sportif, le syndrome de l'essuie-glace, dit encore de la bande de Messia, ou syndrome du TFL. Donc c'est quoi le TFL? C'est le tenseur du fascia lata, c'est un muscle des fessiers qui part ici et qui va en triangle s'insérer à ce niveau-là, au niveau hop, de la partie tibiale, dans son tiers supérieur. Donc c'est une inflammation évidemment, et cette inflammation, elle est liée à quoi? Alors, lors d'un mouvement de flexion-extension au niveau du genou, ce fameux TFL va passer de part et d'autre, je vais vous montrer, ce serait plus simple, de part et d'autre du condyle fémoral qui est ici, hein, et à force de faire donc, des mouvements de flexion-extension, dans certains cas, il peut frotter à ce niveau-là et donc générer une inflammation. Alors c'est une douleur qu'on ressent vraiment sur la face latérale de la cuisse, donc soit sur l'insertion, hein, soit sur la partie un peu plus supérieure à ce niveau-là, douleur très classique, notamment en descente, hein, qu'on retrouve très régulièrement, soit en course à pied, soit en randonnée. J'ai fait une rando, gros dénivelé négatif, douleur sur la face latérale de la cuisse. Il y a une forte probabilité hein, pour qu'on soit sur un ensemble du TFL. Et douleur qu'on retrouve très fréquemment après l'activité sportive en descente d'escalier. Hein, j'ai fait mon activité, j'ai un peu mal, ça va mieux, mais dès que je vais descendre l'escalier, ah, j'ai mal, attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette pathologie? Je vous expliquerai dans un deuxième temps. Alors, les facteurs favorisants, c'est quoi? D'abord, le surentraînement. Surentraînement, par exemple, je suis coureur, j'ai un marathon ou une course que je prépare. Je passe de 1 entraînement par semaine à 4 entraînements par semaine. Et ben là, ça va générer une pression localisée qui peut favoriser l'inflammation sur la zone. Une mauvaise préparation physique, hein, des fois on a des plans d'entraînement qui ne sont pas forcément adaptés et donc pareil qui peut favoriser selon pathologie, notamment attention sur les stades hein, d'athlétisme, les rotations hein, sont des facteurs aggravants au niveau du TFL. Alors évidemment les causes biomécaniques hein, sont des éléments majeurs hein, d'aggravation au niveau du TFL, donc pied creux, pied plat hein, ou tourner vers l'intérieur, hein, un peu comme ça. Le matériel hein, peut avoir un impact sur le TFL et les causes anatomiques, hein, donc le bassin, donc soit en ILMI, donc en illigation longueur de membre inférieur, soit les genoux varum, soit les genoux valgum, qui peuvent favoriser hein, ce petit frottement au niveau du tubercule de Gerdy. Les sports dont je vous ai dit, hein, c'est running, trail, on peut le retrouver de temps en temps en vélo. Et fréquemment en randonnée. Alors moi j'ai eu un cas là, très récemment en basket, c'est une jeune pratiquante. Là par contre c'est beaucoup plus rare. Alors la prévention, c'est quoi? Alors d'abord une bonne préparation physique. Donc attention à ça, hein, on monte en puissance progressivement sur l'entraînement, c'est absolument capital. Hein, je passe pas de rien à tout, je me fais un plan d'entraînement sur plusieurs semaines hein, avec un bon matériel. On évite quand même les fessiers, parce que je vous ai dit que le TFL fait partie des fessiers. Hein. Donc si jamais il y a une rétractation hein, du fessier, bah, forcément je vais favoriser les tensions. Hein. L'étirement est comme ça au niveau de la zone. Et par l'intermédiaire de semelle orthopédique, on va corriger hein, soit les troubles mécaniques, soit les troubles anatomiques hein, qu'on aura trouvés lors de l'examen clinique. Alors également, pour limiter notamment en descente le risque d'inflammation, je vous invite notamment pour les grands à marcher pas trop vite. Plus je vais avoir une flexion-extension importante au niveau de la zone, plus ce TFL va passer de part et d'autre du condyle fémoral. Plus je vais faire des petits pas, moins il y a de risque d'inflammatoire. Hein. Donc attention de ne pas marcher trop vite, notamment pour les grands, voire pour les petits qui veulent suivre des grands, hein, qui vont faire des grands pas pour essayer de suivre les grands en randonnée. Attention à ça, attention, je fais des petits pas, on va limiter considérablement le risque inflammatoire. Risque traitement curatif, alors là, repos, première attention, hein, donc ça c'est très important. Étirement, on peut appliquer, je ne sais pas si vous connaissez, des TEPS, des bandes élastiques qu'on colle sur la zone. Assez intéressant dans ce cadre-là, puisque le TEP a un rôle il travaille sur le tissu conjonctif. Vu qu'il y a une zone inflammatoire, on va pouvoir décongestionner la zone et donc retrouver un petit peu de liberté au niveau de la zone, avec des résultats des fois assez intéressants. Musculation spécifique, hein, si on voit une défaillance notamment au niveau des fessiers, hein, donc ça c'est un travail avec notamment des élastiques à faire avec des kinés, et évidemment sur le orthopédique, toujours pareil pour reconstituer les problématiques biomécaniques.
On va, pour finir, travailler maintenant sur les pathologies de hanches et de dos. Je vais vous proposer trois possibilités. Les tendinites du moyen fessier, l'arthrose de hanche, ainsi que les scolioses. Moyen fessier, alors ça, grand classique aussi. Alors c'est quoi le moyen fessier? C'est un muscle absolument indispensable à la stabilité du bassin et à la marche. On retrouve cette douleur sur la partie latérale et postérieure de la fesse et au niveau du fémur dans son tiers supérieur. Donc c'est à quoi? Douleur qu'on va retrouver à ce niveau-là et à ce niveau-là sur le grand trochanter. Douleur qu'on retrouve très fréquemment en montée d'escalier, puisque c'est un muscle, tout à l'heure on a vu, un fléchisseur. Hop, donc je vais appuyer et donc là c'est une douleur qui va être assez sensible, notamment au niveau du grand trochanter. Douleur qu'on retrouve aussi en course à pied sur les instabilités au niveau de hanche. Facteur favorisant, surutilisation d'articulation de hanche, par la répétition de mouvement, donc encore une fois, rando ou running. Instabilité, muscle fessier est un muscle stabilisateur du bassin, donc il essaie de stabiliser le bassin, il surtravaille et donc il finit par s'enflammer. Anomalie anatomique, donc par exemple bascule de bassin, j'ai un basquin qui va hop, un peu comme ça, ou un membre qui va être un peu plus court d'un côté par rapport à l'autre, et donc qui va créer une instabilité au niveau de la zone, et donc qui va créer un surcharge de travail au niveau du moyen fessier. Le surpoids est évidemment quelque chose qui va favoriser, et comme dans toutes les tendinopathies, je n'en ai pas parlé avant, mais je vais évoquer le sujet aujourd'hui, enfin maintenant, c'est la déshydratation. Alors, il fait de plus en plus chaud l'été, donc attention à ça. Bien penser à s'hydrater. Je vous rappelle quand même, et c'est important à savoir, le tendon est constitué à 70% d'eau. Donc ça signifie que dans des phases où il fait chaud, forcément, ça va se déshydrater et ça va favoriser une inflammation sur un tendon. Traitement au niveau du moyen fessier, encore une fois, un petit peu de kinésithérapie. Les semelles orthopédiques ont un rôle absolument fondamental également, notamment dans la stabilisation du bassin. Comme je vous l'ai dit, c'est un muscle stabilisateur. Si je pars par exemple en rotation interne, comme ça, ici le moyen fessier va être obligé de travailler pour repositionner en abduction le bassin. Ce surtravail va créer une inflammation. Donc hop, on met un élément sous le premier rayon, hop, je stabilise, ça ne travaille plus, ça se repose, ça se désenflamme. Alors au niveau des possibilités, donc je vous expliquais, donc le positionnement du squelette en genou valgum ou en pied pas valgus postural. Donc je suis comme ça, je rentre vers l'intérieur, instabilité. L'ILMI, donc c'est quoi? Inégalité de longueur de membre inférieur. Le bassin qui chute comme ça. Donc, hop, travail de stabilisation. Donc, on va repositionner potentiellement par une talonnette le côté un petit peu trop bas. Et un manque de tonicité, ça peut arriver des fois aussi. Faiblesse du moyen fessier qui n'est pas assez capable d'être assez puissant pour tenir l'ensemble du bassin. Et donc, il va falloir le remuscler. Donc, ça, c'est avec nos amis kinés. Maintenant, alors, grand classique aussi, l'arthrose de hanche. Donc, comme pour l'arthrose fémoro-tibiale ou fémoro-patellaire, c'est quoi? Donc, la fameuse coxarthrose, usure progressive du cartilage, soit ici, soit ici. Donc, attention à une chose, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous le répéter. Attention aux rotations internes. Quand je lasse mes chaussures, par exemple, je ne me mets jamais comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais faire ça, donc je vous ai expliqué qu'ici, il y avait une usure du cartilage. Hop. Ces vis sont toujours trop longues. Hop. Donc, quand je me mets en rotation interne, qu'est-ce qui se passe? Je fais une luxation de hanche, d'accord? Puisqu'ici, il n'y a plus assez de cartilage, et ça sort. Donc attention aux rotations internes. Quand je commence à avoir des douleurs au niveau de la hanche, je limite les rotations internes pour me couper les ongles, pour fermer les lacets, etc., etc. Ou quand je suis assise, quand je regarde la télé. Alors c'est une douleur mécanique, comme toutes les douleurs arthrosiques, provoquée par l'appui, douleur à la marche, activité sportive évidemment. On a une certaine raideur, un petit blocage articulaire, notamment, donc je vous ai dit, en rotation interne et en abduction. Ça peut générer une boiterie, vraiment, voire une impotence fonctionnelle. Donc j'ai de plus en plus mal à me déplacer. Donc là, vous avez une belle image d'arthrose. Alors là, elle est vraiment jolie. Donc celle-ci, comme tout à l'heure, elle va certainement avoir une prothèse, puisque là, il n'y a plus grand-chose à espérer au niveau de son articulation.
Alors les facteurs favorisants, le poids, évidemment. Hein, encore une fois, c'est de la physique. Plus il y a de poids sur une articulation, plus ça travaille et plus ça va générer d'usure. Les anomalies architecturales, hein, donc c'est pareil. J'ai une rotation interne fémorale naturelle, hein, donc je suis comme ça, je vais prédisposer, évidemment, notamment chez les femmes, prédisposer à ce genre de problématiques. Les traumatismes articulaires, donc les lésions micro-traumatiques, répétitives, pareil sur l'activité sportive pendant des années, qui peuvent favoriser hein, une usure au niveau de la hanche. Sachant que l'usure hein, articulaire est une usure normale, évidemment. Hein, c'est une usure liée au vieillissement. Donc comment on fait pour limiter l'évolution de l'arthrose de hanche? Alors ça, il faut, comme tout à l'heure, il faut l'entendre, hein, il faut absolument maintenir une activité physique. Hein, encore une fois, l'ankylose, hein, le fait de ne plus rien faire, c'est pas du tout une bonne idée, hein, malgré des petits débuts de douleur. Alors, on est d'accord qu'on est sur un début d'arthrose. Hein, si elle est très importante, bon, c'est plus compliqué de faire une activité physique. L'intermédiaire des semelles orthopédiques, on va essayer, pareil, d'amortir, hein, de protéger le plus possible, de limiter l'évolution arthrosique au niveau de la zone. Et puis, selon les problématiques biomécaniques, on va les corriger. Encore une fois, si j'ai une rotation interne fémorale, si j'ai un pied plavagus postural, et ben, je vais protéger. Hein, encore une fois, je suis comme ça, je repars comme ça, et ben, je vais mettre un élément pour essayer de protéger ma hanche. Maintenant, et pour terminer, petite discussion sur l'attitude scoliotique et sur la scoliose. Bien différencier les deux. Alors rapidement, alors c'est quoi une attitude scoliotique? C'est une colonne vertébrale qui est déviée dans un seul plan hein, de l'espace, dans le plan frontal. Il n'y a pas de gibbosité. Alors c'est quoi une gibbosité? C'est quand je vais me pencher comme ça, il y a un moment où je vais me retrouver avec une partie plus haute que l'autre au niveau de la partie du dos. Hein. Contrairement à la scoliose, où là, effectivement, c'est dans les trois plans de l'espace, et il va y avoir une gibbosité, donc c'est très différent. Donc, les traitements pour la gibbosité, selon la déformation, ça peut être chirurgical, corset, etc. Pour les scolioses, alors il faut voir les causes hein, de la l'attitude scoliotique. Des fois, il y a une problématique de bassin avec une rotation interne au niveau du bassin. Donc, des fois, il y a ce processus sans parler forcément d'ILMI. Donc là, vous voyez, il y a une hauteur X. Quand je vais faire une rétroversion du bassin, donc ici, je vais baisser. Si de l'autre côté, je fais une antéversion du bassin, je vais monter. Et donc là il va y avoir potentiellement hein, une attitude scoliotique. Pareil au niveau du bassin, donc avec une fameuse ILMI, donc inégalité de longueur. Hein, donc ça entre une vraie jambe courte et une fausse jambe courte. Donc à ce niveau-là, il y en a une qui est plus basse. Bah forcément, la colonne va s'adapter et va se mettre comme ça. Ça peut être aussi lié à des déséquilibres musculaires. Il y a le trouble statique asymétrique. Alors ça, c'est très important, hein, notamment chez les enfants. Je suis comme ça, j'ai un côté qui est comme ça. Et ben forcément, avec l'évolution, hein, ça a un impact au niveau de toute la partie droite. Donc la partie droite va s'adapter, elle chute, et donc ça peut favoriser une attitude antalgique, une attitude scoliotique. Sur les scolioses, c'est souvent idiopathique, hein, donc ça c'est encore autre chose. Traitement. Alors, chez les seniors, on est très prudent. S'il n'y a absolument aucune douleur, moi je suis d'avis de rien faire. J'ai 60, 70 ans, plus, j'ai effectivement une attitude scoliotique, j'ai jamais mal au dos, on ne va pas toucher. Hein, surtout pas. Votre corps s'est adapté, votre système musculaire s'est adapté, votre système tendineux s'est adapté. Il n'y a aucune raison d'aller modifier votre schéma corporel. Si douleur, par contre, là, bon, on voit ça notamment à la caisse prévention maladie. Hein, mal au dos, activité physique, bah, c'est pareil. Hein. Donc bien reprendre une activité physique. Attention aussi à la posture. Hein. Tout à l'heure, je vous ai montré une image hein, en hypotonie musculaire. Et ben, je vais me tenir droit, remonter un petit peu, faire un petit peu le coq. Hein. Alors au début c'est fatigant puisque je suis en hypertonie musculaire, hein, donc je travaille musculairement, hein, mais c'est absolument essentiel pour maintenir le système vertébral. Hein. Donc c'est le système vertébral hein, qui comme ça, insertion au niveau musculaire. Si le muscle est assez puissant pour tenir tout ça, il y aura beaucoup moins de douleur. On peut corriger de temps en temps les troubles morphostatiques, ça dépend. Hein. Et puis kiné, ostéo selon les douleurs proposées.
J'espère avoir pu vous expliquer 2-3 choses au niveau maintenant des semelles orthopédiques et des différentes pathologies au niveau de votre squelette. J'insiste sur la prévention, hein, c'est extrêmement important. Et pour terminer, je vais vous lire une phrase. Le sage n'attend pas que les hommes soient malades pour les soigner, il les guide quand ils sont en bonne santé. Donc c'est extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise traditionnelle, donc, qui date depuis quelques années. Donc vous avez déjà compris que la prévention est absolument capitale, hein, pour prévenir les problèmes. Merci de votre attention et puis bonne fête de fin d'année à tous. Merci à vous. Donc bonjour à tous, on a juste quelques questions sur la présentation. Donc la première question, en prévention, est-ce utile de muscler spécifiquement son pied pour éviter un affaissement? Si oui, comment? Oui, alors c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors malheureusement, ça ne suffit pas. Hein. Je vais revenir à mon squelette. Quand j'ai un pied plat vagus postural, il est extrêmement compliqué de contrecarrer, hein, une déformation osseuse. Hein. Néanmoins, effectivement, c'est un plus. Hein. Donc vous voyez ici, donc j'ai un os qui s'appelle ici l'os naviculaire, et en général, c'est celui-ci qui va chuter avec le cunéiforme. Et donc quand j'ai un pied plat vagus postural, donc un effondrement comme ça, hein, évidemment, c'est très compliqué que le muscle ici, tibial postérieur ou adducteur, puisse arriver à le remettre en place. Néanmoins, hein, ce n'est pas inintéressant de le faire. Hein. Donc effectivement, travailler sur les muscles intrinsèques du pied, hein, va quand même stimuler un petit peu la zone. Hein. Donc évidemment, c'est quelque chose à faire. On le fait beaucoup chez les enfants. Hein, notamment sur la proprioception, hein, sur les exercices à faire à ce niveau-là, en accompagnement de stimulation avec des semelles orthopédiques pour stimuler justement les muscles intrinsèques du pied. Mais effectivement, on peut le faire. J'ai donc une deuxième question, un peu plus large cette fois. Peut-on consulter un podologue sans passer par son médecin traitant? Absolument. Absolument. On peut tout à fait envisager un examen clinique en première intention. Par contre, pour les remboursements en deuxième intention, supposons que le podologue, après un examen clinique complet, décide qu'il vous faut des semelles orthopédiques. Là, par contre, il faudra revenir à votre médecin traitant pour le parcours de soins, pour les remboursements Sécu mutuelle. Merci pour cette réponse. Encore une qui nous vient donc des questions sur le chat. Je suis opéré de mon second pied depuis le 4 novembre et recommence à marcher à l'extérieur. À partir de quand puis-je envisager de faire des semelles orthopédiques? Assez rapidement. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner le mouvement. Hein. Donc, il faut absolument que... Alors, en général, les chirurgiens orthopédiques prescrivent assez rapidement la semelle. Hein. Donc, après, il y a un pansement en général. Dès que le pansement est enlevé, hein, on repositionne le pied. Hein. C'est vraiment pour éviter, hein, cette chute à ce niveau-là, pour qu'il n'y ait pas d'hyperpronation du premier rayon, donc pour soulager, hein, la zone opératoire. Donc, assez rapidement à mettre en place. Et du coup, une question qui suit celle-ci. En corrigeant un problème de pied avec des semelles orthopédiques, y a-t-il des risques de provoquer d'autres douleurs au niveau supérieur? Genou, oui, hanche. tout à fait. Alors, c'est pour ça dire qu'on fait l'examen clinique. Hein. L'examen clinique n'est absolument pas limité au pied. Hein. Donc, on fait le pied, le genou, le bassin, la colonne. Évidemment, et donc ça c'est le rôle du podologue, hein. Supposons que je n'ai un genou varum comme ça et que j'ai un effondrement du milieu pied. Si jamais je pousse parce que j'ai une problématique, je ne sais pas, du premier rayon, si je pousse encore plus, hein, le pied vers l'extérieur, je vais provoquer une douleur au niveau du ménisque interne. Donc ça, évidemment, hein, la semelle va être adaptée par rapport au schéma global du corps, hein, et pas uniquement par rapport à une pathologie, évidemment. Donc ça, c'est au rôle du podologue, hein, de bien comprendre le schéma global du patient pour éviter de déplacer le problème, hein, sur les articulations sous-jacentes. Et donc une dernière question. Dans quelle mesure je peux continuer à pratiquer la marche en cas de douleur d'arthrose du genou? Quelle douleur acceptable sans m'arrêter? Douleur compliquée, question compliquée. La douleur est un signe d'alerte, mais la douleur est propre à chacun. Donc il faut à la fois peut-être prendre des bâtons, hein, pour soulager un petit peu l'articulation du genou, sachant que, alors, comme vous le savez, je suis pas du sport, à l'UTMB, donc à l'Ultra du Mont Blanc, on avait fait une étude à l'époque en course à pied sur l'utilisation de bâtons en course, et on avait conclu que ça générait 50% de pression en moins sur le genou. Hein. Donc c'est vrai aussi en marche. Hein. Donc on peut, par l'intermédiaire de bâtons, limiter la pression, hein, en écartant un petit peu la pression sur les côtés. Et puis chaussures adéquates,
potentiellement semelle si c'est nécessaire, pour essayer le plus possible de protéger. Après, si vraiment la douleur est trop vive, il faudra consulter un chirurgien pour voir si effectivement la prothèse, la question de la prothèse se pose. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On arrive à la fin de la visio rendez-vous. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Merci à vous et bonne fin de d'année.